Il est 13h30. Euh, on a une petite baisse au niveau du nombre de participants. Je pense on va peut-être attendre 5 minutes et on va commencer à 13h35 pile. Ok? Manu, j'espère que tu m'as entendu. Tout doucement. Du coup, dans le chat, j'ai renvoyé le lien vers le point info et du coup aussi les pattes de prise de notes collaboratives. Donc, n'hésitez pas du coup vous connecter à vous rendre sur ces liens et nous aider pour la prise de notes. Et maintenant, du coup, on va passer à la première conférence de cet après-midi, du coup, qui s'intitule Recherche-Action, qui s'intitule Pratique collaborative et méthode d'expérimentation. Du coup, l'influence de l'allotech sur la recherche et sur la manière dont on a conçu nos projets. Du coup, une toute petite introduction et après je laisserai la parole à Emmanuel. Euh, Dans le PRC, il y a projet de recherche collaboratif et du coup, on a essayé de développer ce côté-là, ce qui a plutôt bien marché parce qu'on se retrouve avec, du coup, comme vous avez pu le voir, des projets qui sont menés par des bénévoles ou réalisés avec des bénévoles. Et cette diffusion nous a aussi permis d'apprendre, du coup, d'apprendre de ce mouvement Le Tech et notamment du coup d'Emmanuel, du coup du collectif Lamine, qui nous a présenté, du coup, avec qui j'ai pu discuter et avec qui on a pu voir les méthodes de prise de notes collaborative, entre autres, toutes ces méthodes héritées du coup des communs, de la notion de commun, comme Emmanuel va vous le montrer. Et en fait, on est passé de projets conçus assez classiquement à des projets conçus avec des pattes collaboratives et des outils. On faisait attention, enfin, on a commencé à faire attention aux outils de visio qu'on utilisait, les outils de prise de notes aussi qu'on utilisait, pour qu'ils soient aussi conformes avec du coup ce qu'on entend par démarche low-tech. Et on en est arrivé finalement à cette idée de commun informationnel. C'est-à-dire euh, cette manière de concevoir en fait l'information comme étant présente, mais dont présente dans cet espace conceptuel, mais dont il faut qu'il faut prendre en main et qu'il faut formaliser un petit peu pour qu'elle soit accessible du coup à plus de personnes et vraiment du coup créer cette idée de comment que vous présentez Emmanuel, mais cette fois avec du coup des informations. Donc je vais laisser Emmanuel faire sa présentation et on reviendra à la fin avec William pour vous présenter du coup un peu une mise en application, en tout cas ce que nous on a essayé de réaliser dans le cadre du PRC. Voilà. Merci à tous et Emmanuel, c'est à toi. Merci Alexandre. Alors, je vais partager mon écran. Alexandre, tu peux débloquer le partage d'écran? Alors, Audrey. Oui, Pardon. Non, je crois que c'est bon. Ça y c'est est. bon, je les viens de le faire. Ouais, merci. Tac. Est-ce que ça marche? C'est bon, ça marche. Super. Alexandre, j'ai une demi-heure, c'est ça? Pour l'ensemble? Oui, c'est ça. Ok, super. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme disait Alexandre, je suis Emmanuel Laurent et je vais vous parler du rapport commun Elotech et faire le lien ou tenter de faire le lien avec les travaux du PRC. Alors, les notions de commun ne sont pas forcément simples à appréhender et j'espère qu'en ce début d'après-midi, après le repas, ça va aller. Et ma présentation, je vais vous rappeler ou expliciter plutôt que ce que c'est que les communs, faire le lien commun et low-tech, bien qu'il soit encore très ténu aujourd'hui, ce lien, et puis parler un peu plus de ce qu'on pourrait faire dans le cadre des projets PRC.
Alors, pour situer, je suis contributeur à la mine. C'est un tiers-lieu à Lyon qui s'occupe de projets autour de transition de la société, et on s'occupe de beaucoup de types de transition, de beaucoup de sujets. Ça va du numérique, de l'éducation populaire, de la santé, de la sociologie, de l'urbanisme, de l'énergie, des techniques. En fait, on touche individuellement ou collectivement aux sujets qui nous intéressent. Donc c'est pour ça qu'on est capable de balayer en fait, énormément de sujets différents. Et ce qui nous rassemble, à part cet aspect de travailler sur des transitions de société, ce qui nous rassemble, en fait, c'est le fait de travailler sous forme, en produisant des communs, et en appliquant en fait ces notions de commun. Et la deuxième chose qui nous rassemble aussi, de façon très liée et très importante, c'est, la production de documentation. C'est-à-dire que tous nos projets sont documentés, sont explicités, pour en fait, qu'ils soient plus faciles à approprier par, les personnes déjà de la mine, mais aussi d'autres personnes à côté. À côté de la mine, je fais aussi partie d'un tiers-lieu qui s'appelle Coexistence, qui reprend les mêmes pratiques, de commun de documentation, mais qui est plus axé sur, le travail scientifique. Et l'idée, c'est de faire de la recherche, autrement, notamment en appliquant, beaucoup plus d'ouverture en fait à ce qui est, aux pratiques et à ce qui est fait. Et il y a quelques axes qui sont en train d'être développés, dont, les low-tech, mais aussi, la santé, par exemple, et l'intelligence artificielle également. Alors, pour rentrer dans le dur du sujet, un commun, c'est quelque chose qui est c'est une notion en fait qui est entre la propriété publique et la propriété privée. Alors pour donner un exemple très, très concret, là sur la photo que vous avez à l'écran, on a une place d'un village. Cette place, elle est sur un espace public, comme on en trouve dans énormément d'endroits. Et on voit des habitants qui utilisent cet espace, qui utilisent pour pouvoir se promener, pour pouvoir promener leurs enfants et ainsi de suite. Sauf que si ces habitants, ils ont envie de relooker cette place, on peut voir qu'elle n'est pas spécialement esthétique. Les couleurs sont très discutables. Et s'ils ont envie en fait de relooker cette place pour l'adapter à leur goût ou pour l'adapter à d'autres usages, Heu, en fait, ce sont des utilisateurs de la place, mais ils n'ont pas le pouvoir, de faire ces modifications-là. Ils n'ont pas, la possibilité de le faire directement. S'ils s'amusaient à repeindre la place et à déplacer les bancs, en fait, ça serait considéré comme de l'abus de propriété, enfin du vandalisme, en fait, et ça, c'est condamnable. Donc en fait, malgré le fait qu'ils sont les premiers concernés par, l'utilisation de cette place, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir le modifier. S'ils veulent la modifier, il faudrait qu'ils passent, en fait, par des demandes auprès, de la mairie, par des demandes auprès des services, qui ont tout pouvoir, en fait, pour refuser ce genre de modification. Donc là, on est dans un cadre, en fait, où on pense qu'on a, en tant que citoyen, qu'on puisse modifier, en fait, l'usage de cette place, mais en fait, on n'a pas forcément possibilité et les façons de modifier ça se font de façon très, très indirecte, notamment au travers des élections. Et c'est pas pour autant que, on va pouvoir, influencer si la personne élue, si la personne élue est celle qu'on a choisie. Hem, donc en fait, voilà, j'ai pris un peu cet exemple qui est un peu pour rentrer dans le sujet. Et un commun, en fait, c'est quelque chose qui est, entre le bien privé et le bien public. Alors un bien privé, c'est par exemple une maison qu'on va avoir, à titre personnel ou une voiture ou un objet. On peut en disposer, comme on souhaite, comme on veut, mais ça va être contraint par des lois, par des législations, qui sont décidées par une structure, très souvent centralisée. Donc en fait, voilà, on a la possibilité de faire ce qu'on veut avec ce bien privé, mais avec certaines règles. Notamment, on peut pas polluer, par exemple, si on a envie de détruire, un bâtiment ou si on a envie de se débarrasser de matériaux ou de déchets, on ne peut pas le faire n'importe comment. Un bien public, en fait, un bien public n'appartient pas aux utilisateurs, comme le cas de la place. Un bien public appartient à une collectivité et cette collectivité, elle a un mandat pour sa gestion et le mandat est délivré par les citoyens sous forme d'un processus d'élection. Il y a d'autres formes possibles, mais le plus souvent, c'est des processus d'élection. Alors quel est l'intérêt du commun, en fait? Enfin, quelle est la pratique, en fait, autour des communs?
En fait, l'idée, c'est d'avoir une gestion collective d'une ressource donnée. Le terme ressource est important. Je vais l'utiliser très souvent en cours de cette présentation. On va trouver des ressources qui vont être numériques ou des ressources qu'on va appeler comment dire, non matérielles, immatérielles. Par exemple, des connaissances, du savoir, mais aussi des logiciels. Et à côté de ça, on a des ressources qui vont être des systèmes matériels. Par exemple, c'est plus utilisé maintenant, mais il y a toute une époque dans l'histoire de la société humaine où on avait des fours à pain qui étaient gérés en commun. C'est-à-dire ça n'appartenait à personne en particulier, ça n'appartenait pas à une structure, mais c'était géré par l'ensemble des personnes qui en bénéficiaient, donc les gens qui faisaient cuire leur pain, mais aussi les gens qui fabriquaient de la farine ou qui fournissaient en fait les habitants qui étaient autour. Alors, en pratique, pourquoi c'est intéressant d'utiliser ce concept? Pourquoi c'est intéressant de s'appuyer dessus? Alors, il y a une multitude de raisons. J'en ai listé quelques-unes pour vous donner une idée. Déjà, c'est en fait un cadre qui permet de faciliter le travail collectif autour d'une ressource, autour d'un ensemble de connaissances. Ça permet également de créer des ressources et de s'assurer en fait qu'elles vont perdurer dans le temps, qu'elles vont en fait être conservées. Ça permet aussi de prendre soin en fait des personnes qui vont contribuer à cette ressource, de s'assurer en fait que leur travail est bien reconnu par l'ensemble des personnes qui sont concernées. Alors, pour détailler un petit peu plus comment fonctionnent des communs, en fait, ça fonctionne sur 3 piliers. Sur trois thèmes importants. Il y a les ressources tout en bas du schéma, ça j'ai déjà un petit peu explicité ce que c'est. Ensuite, il y a la communauté. Et la communauté, c'est l'ensemble des personnes et des structures qui sont concernées par cette ressource, mais vraiment l'ensemble. Ça va être aussi bien les utilisateurs, ça c'est le premier, mais ça va être des structures qui vont bénéficier de ce service-là, ça va être des structures qui vont, par exemple, entretenir un système matériel, qui vont intervenir dessus, ça va être des fournisseurs, ça va être des clients, enfin ça va vraiment concerner toutes les personnes qui sont concernées par cette ressource-là. Et ensuite, pour faire fonctionner la communauté et les ressources, on s'appuie sur des règles de gouvernance pour en fait mettre tout le monde d'accord. Parce qu'évidemment, si on veut inclure beaucoup plus de gens et ne pas leur imposer des choses, bah, il faut bien se mettre d'accord avant. Alors, sur ces aspects de règles de gouvernance, il y a on peut les distinguer en fait entre deux aspects. Il y a les aspects formels, la façon dont on va prendre des décisions, la façon dont les rôles vont être répartis, la façon dont les personnes vont interagir entre elles, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, éventuellement les contraintes. Donc ça, c'est tout à fait important de bien clarifier ça pour pouvoir travailler ensemble. Et ensuite, il va y avoir des aspects plus informels qui sont plus de l'ordre des pratiques culturelles, des processus, des choses qui sont réalisées, mais qui ne sont pas forcément formalisées ou qui peuvent être formalisées plus tard. Les 3 piliers, je viens d'en parler. Ça, je vais passer pour avancer un peu plus. Alors, il y a quelques particularités autour des ressources. Habituellement, les communs en fait, sont plutôt liés à des ressources immatérielles comme du savoir ou des logiciels. Sur la partie low-tech, il y a quelques éléments qui sont importants, comme le fait qu'on a affaire à une matérialité d'activité. Et c'est un peu différent sur la façon de gérer des matériaux. Le fait qu'un matériau, une fois qu'il est détruit, une fois qu'il est modifié, en fait, il n'existe plus. Ce qui est un peu contraire, par exemple, par rapport à du code numérique, qui, même s'il est effacé d'un disque dur, en fait, il y a toutes les chances qu'il y ait des copies ailleurs. Ensuite, on a des liens avec un territoire sur lequel on va trouver des ressources. Et un territoire ne ressemble pas à notre territoire. Il y a des ressources qui sont différentes, des problématiques qui sont différentes, des contraintes climatiques qui sont différentes. Donc ça peut faire évoluer beaucoup en fait, la façon dont on va gérer des ressources. Et puis, il y a tous les lieux du faire. Je ne vais pas revenir sur les différents lieux pour fabriquer des low-tech et pour les expérimenter. Un exemple de commun informationnel que vous connaissez tous, c'est Wikipédia, où en fait on a un ensemble de pages qui explicitent comment est-ce qu'on qui organise en fait de l'information, et on a des centaines, milliers de contributeurs en fait qui maintiennent ces pages, qui les mettent à jour, et en fait tous les lecteurs de ces pages-là
ont la capacité, ont le pouvoir de modifier ces pages, de rajouter une information, de corriger une information erronée, d'enlever des informations qui sont non pertinentes, et ainsi de suite. Un autre exemple en fait de commun, c'est la documentation du séminaire L'Autre qui avait eu lieu il y a 9 mois à Grenoble, qui était une journée de low-tech, recherche et enseignement. Cette journée a été documentée sur des pads par un ensemble de contributeurs. Et là encore, le fait qu'on ait travaillé à plusieurs et qu'on s'est mis d'accord avant sur la façon de documenter, de partager l'information, de la gérer, d'enlever des informations non pertinentes, ça constitue en fait un commun. Et la documentation qui est en train d'être faite sur cette journée d'aujourd'hui, en fait, ça constitue aussi un commun pour un commun formationnel. En fait. Alors, un point d'attention par rapport au fait de partager de la documentation, que ce soit des pages web, des pads, des documents PDF ou peu importe, en particulier sur des sites internet. Le fait de marquer, de donner autorisation de diffuser sous forme d'une phrase ou même de façon orale, en fait, ça n'est pas suffisant pour constituer un commun. C'est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas du tout suffisant. Et en fait, pour plusieurs raisons. C'est que quand on fait ça, on ne cadre pas l'usage de ce qui en est fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si une personne à qui on a donné oralement une autorisation de diffuser un document PDF se met, par exemple, à le vendre avec toute la bonne volonté du monde, en fait, qu'est-ce qui se passe si on ne s'est pas mis d'accord avant avec l'auteur de ce document? Donc, en fait, il n'y a aucun cadre qui est donné dans cette situation. Et de plus, en France et dans de nombreux pays, quand on diffuse des documents sur Internet, même en mettant l'autorisation de le rediffuser, par défaut, on est contraint par le copyright qui empêche de faire ce genre de choses. Alors, utiliser des systèmes de page wiki, par exemple, c'est déjà nettement mieux parce qu'en fait, les plateformes qui utilisent les wikis déjà cadrent un petit peu mieux les choses et parfois utilisent des systèmes de licence pour pouvoir diffuser ces contenus. Alors ensuite, le deuxième pilier qui est important, c'est la gouvernance. Alors en fait, on va trouver une communauté qui est réunie autour d'une ressource, qui est rassemblée en fait pour pouvoir gérer une ressource. Et un point important, c'est que cette communauté va choisir son mode de gouvernance. Le mode de gouvernance n'est pas imposé par l'extérieur, c'est la communauté des personnes qui utilisent cette ressource qui choisit son mode de gouvernance. Et cette gouvernance, elle doit pouvoir être remise en cause par ces mêmes personnes. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ça ne peut pas être imposé en fait, par l'extérieur. C'est la garantie de faire en sorte que la ressource et que les personnes qui la gèrent, la communauté, soient bien en fait raccord et continuent d'entretenir cette ressource. Je vais passer ça parce que l'heure tourne. Voilà. Alors, je vais citer lescommuns.org. En fait, c'est un portail autour des communs qui s'est structuré petit à petit au cours de la dernière dizaine d'années et qui propose un ensemble d'outils en fait, pour pouvoir faciliter la gestion de ces communs, essentiellement des communs informationnels. Donc, il y a toutes sortes d'outils. Il y a des plateformes qui hébergent des wikis, qui hébergent des pads. Il y a des systèmes pour faire de la gestion juridique. Il y a des outils, par exemple, de visioconférence qui sont mis à disposition par des structures qui font partie en fait, de cet écosystème des communs. Et moi-même, j'ai utilisé le wiki de lescommuns.org pour écrire une page qui explicite ce rapport low-tech et commun et qui reprend une bonne partie des exemples et des éléments que je vous donne en ce moment. Alors, très rapidement, pour pouvoir gouverner le partage des données, le partage en fait, de ces communs informationnels, on s'appuie sur des licences libres. Dans la très grande majorité des cas, c'est des licences Creative Commons. Et ce sont des licences qui permettent de gérer en fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec un document sur lequel on a apposé une licence. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces critères-là, mais en fait, ça permet de cadrer justement cet usage. Ça permet de dire est-ce qu'on autorise ou pas un usage commercial, est-ce qu'on autorise ou pas la modification. En fait, on a toute liberté, l'auteur de la ressource ou les auteurs de la ressource ont toute liberté en fait, pour pouvoir imposer certains critères et pas d'autres.
Euh, voilà. Et ici, sur cette petite infographie, on voit en fait différents types de licences Creative Commons. Tout en haut, on a les licences qui sont extrêmement permissives. En fait, on peut modifier, partager, on n'est pas obligé de citer l'auteur. On peut à peu près tout faire en fait avec la ressource. Et tout en bas, on trouve la licence la moins permissive, en fait la licence copyright, qui permet ni le partage, ni la modification. Alors, pour utiliser une licence Creative Commons, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'apposer la licence sur le document, en général en bas du document, en citant le type de licence en fait, qu'on applique, donc le type de critères qu'on met. Et, point important, cette licence a une valeur juridique. C'est-à-dire si jamais quelqu'un réutilise un document, réutilise un système technique avec une licence, mais ne l'utilise pas correctement, en fait, il y a moyen d'aller devant des tribunaux pour contester l'utilisation de cette mauvaise utilisation de la licence. Ça a la même valeur juridique qu'un brevet, par exemple, qui peut être contesté devant un tribunal. Alors, les communautés, donc ce sont les groupements de personnes qui vont organiser, qui vont gérer des ressources. En low-tech, c'est des choses que vous connaissez tous plus ou moins. C'est des collectifs qui vont organiser des formations pour apprendre à fabriquer des systèmes low-tech. C'est des groupes qui vont gérer des annuaires d'acteurs. Voilà, c'est assez évident. Alors, ouais, je vais passer ça parce que j'ai plus beaucoup de temps. Quelques exemples de low-tech gérés en commun. Manu, je me permets de t'interrompre. Si tu Oui. veux, tu as un peu plus de temps que prévu, hein. C'est plus 45 minutes que 30 minutes, donc n'hésite pas. Ok, ça marche, super. Merci Alexandre. Alors, Ouais. un premier exemple de commun, lors du premier confinement lié au Covid, à la mine, on s'est posé la question de ce qu'on pourrait faire en fait comme action pour aider. Et parmi les besoins qu'on a identifiés, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait des problématiques de disposition de gel hydroalcoolique. Et comme il se trouve qu'à la mine, on a quelques personnes qui s'intéressaient au biohack, donc hacker des systèmes biologiques et chimiques pour pouvoir les détourner. Il y avait en fait les compétences pour pouvoir fabriquer du gel hydroalcoolique. Et on a fabriqué 1000 litres de gel hydroalcoolique pour pouvoir le mettre à disposition notamment d'associations, de l'aide humanitaire, même de collectivités locales qui n'arrivaient pas à s'approvisionner en gel hydroalcoolique. Alors, on a fait cette fabrication, mais en fait, on avait aussi toute une démarche qui s'est inscrite dans cette idée de commun et de documentation. Donc déjà, on a tenu un carnet de bord dont le lien est dans la présentation, qui a permis basiquement de nous organiser en interne. On a été une dizaine à intervenir sur ce projet-là. Donc, en fait, pour en fait, partager la recette de fabrication, qui est une recette en open source, mais aussi comment est-ce qu'on s'approvisionnait en différents matériels, où est-ce qu'on travaillait, à quel moment, comment est-ce qu'on faisait les distributions, comment est-ce qu'on répartissait les productions de gel hydroalcoolique, et ainsi de suite. Et ce carnet de bord, en fait, constitue une documentation qu'on a immédiatement diffusée vers des personnes qui étaient intéressées par la démarche. Et en fait, on a même diffusé la documentation et toutes les pratiques qu'on avait pu développer à une organisation humanitaire qui, elle, avait beaucoup plus les moyens de fabriquer du gel en beaucoup plus de quantité, en fait. Nous, au bout de 1000 litres, on avait un peu de mal, on n'était pas suffisamment équipés en fait, en matériel et en fait, pour pouvoir aller plus loin. Et cette organisation, potentiellement, aura pu fabriquer des milliers de litres de gel hydroalcoolique. Notamment, enfin, elle avait beaucoup plus de réseaux aussi pour pouvoir les diffuser, avec une logistique beaucoup plus lourde à disposition. Et à la suite de ça, dans les mois qui ont suivi le confinement, en fait, on a mis en récit l'ensemble de cette démarche pour en fait bien traduire en fait la façon dont on a travaillé ensemble, la façon dont on a documenté, ce qu'on a ressenti. Et ça aussi, c'est évidemment cette mise en récit est diffusée.
et partagée. Un autre exemple de commun autour des low-tech, c'est un livre qui s'appelle La Maison rustique. En fait, c'est une encyclopédie du 19e siècle qui regroupe des techniques agricoles et des techniques autour de l'alimentation. En gros, c'est comment cultiver des légumes, comment fabriquer des outils à la ferme, comment transformer le lait en fromage, comment entretenir les animaux. Enfin, c'est extrêmement complet et extrêmement riche. Et cette encyclopédie a été numérisée il y a quelques années et elle est disponible, sauf que la numérisation est pas très propre. Enfin, elle est un peu brute. Il y a des fois des textes qui ne sont pas lisibles. Et en fait, il y a un collectif qui s'est monté pour pouvoir, page à page, en fait, reprendre la numérisation et le remettre sous forme d'un fichier texte lisible, propre, rescanner en fait les images après images et avoir un document qui soit utilisable aujourd'hui avec des techniques qui sont en fait encore largement intéressantes maintenant, surtout dans le cadre de techniques agroécologiques, par exemple. Hop, je reviens en arrière. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce collectif, c'est qu'il s'organise comme en fait une communauté pour pouvoir gérer cette ressource-là, pour pouvoir la tenir à jour. Et en fait, ils ont un Discord sur lequel ils se mettent d'accord sur, par exemple, quelle partie du document ils vont travailler en priorité, comment est-ce qu'ils arbitrent des modifications du texte ou de la réécriture quand il y a du texte qui est écrit en ancien français, et ainsi de suite. Ensuite, on a l'atelier paysan dont on a déjà un petit peu parlé ce matin. Donc leur objectif, en fait, c'est de se rapproprier les techniques agricoles en refabriquant, voilà, ils reconçoivent des machines agricoles en partant de machines qui existent, qui sont bricolées entre guillemets par des agriculteurs avec les moyens du bord. Eux, en fait, font de la reconception de ces machines et mettent à disposition des plans auprès des agriculteurs, auprès des paysans qui veulent posséder, qui veulent utiliser ces machines-là. Donc, sur l'exemple qu'on a à l'écran, on a un plan mécanique assez classique en fait, de machine agricole qui permet de complètement le refabriquer à partir de profilés métal et à partir de toutes les pièces standards qu'on peut trouver. Ce qui est intéressant de noter sur ce plan, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la licence Creative Commons qu'on a en petit en haut à droite, qui explicite que ce plan, il est partageable gratuitement, il est diffusable. Il peut être modifié, c'est-à-dire que si quelqu'un réalise cette machine et puis se rend compte que le système pourrait être amélioré, qu'une pièce pourrait être simplifiée, en fait, il a tout loisir de republier un plan avec ces modifications, de le rediffuser à la condition expresse qu'il cite la source. Il ne peut pas se réapproprier en fait, le travail de l'atelier paysan. Il a le droit de citer en fait, le fait que cette nouvelle personne a fait des modifications et diffuse ces modifications. Par contre, il faut qu'il cite le fait que le plan d'origine vient de l'atelier paysan. Ça, c'est imposé par les licences et c'est justement l'importance de mettre ces licences, c'est que ça permet de cadrer ces usages-là. Alors, pour parler de commun et de production de savoir, pour se rapprocher de ce qui a été présenté ce matin et de comment ça pourrait être traité, je vais prendre un petit peu de hauteur en fait, pour essayer de resituer un petit peu pourquoi, enfin, un autre aspect du fait que les communs me semble très pertinent dans le cadre des low-tech. On entend de plus en plus parler des problématiques, des contraintes climat, énergie, ressources, et on peut rajouter pollution aussi. Donc là, sur l'infographique, et juste à titre d'exemple, on voit les courbes de consommation de pétrole, de consommation d'énergie mondiale, toutes sources confondues. Et ce qu'on sait en faisant des projections, c'est que l'ensemble, une bonne partie en fait, de ces ressources énergétiques, qui sont des ressources énergétiques fossiles, vont se mettre à baisser dans les dizaines d'années qui viennent. Enfin, c'est plutôt du court terme. Et qu'il va falloir gérer en fait, cette contrainte-là. On a aussi toutes les contraintes climatiques liées au changement climatique, liées aux émissions de CO2 de ces dernières décennies.
Et pour moi, en fait, la posture low-tech, l'approche des technologies via les low-tech, c'est pas la réponse magique à ce genre de problématique, mais c'est une possibilité, c'est une réponse possible. C'est en tout cas une brique de réponse. Ensuite, l'autre élément qui me paraît important, et je ferai le lien après entre ces différents éléments, c'est que quand on parle de la connaissance, au sens très large du terme, que ce soit de la connaissance autour de la connaissance industrielle, de la connaissance autour de la recherche, des savoirs anciens, c'est qu'on a énormément de concurrence qui est mise en place, qui est structurellement en place dans la société. On a de la concurrence évidemment dans les milieux industriels, dans les milieux économiques, avec des problématiques autour des brevets, autour du secret industriel, autour de l'accès prioritaire aux connaissances. On a aussi des concurrences dans les milieux de la R&D, de la recherche scientifique. On a des compétitions qui sont très fortes, notamment autour des publications scientifiques dans les revues, avec des systèmes qui sont très contraignants pour pouvoir avoir accès au financement public, au financement des projets, pour avoir accès aux postes, pour avoir accès à la création de laboratoires, et ainsi de suite. Et on a aussi de la concurrence qui est mise en place entre les personnes, entre les salariés, entre les citoyens. Voilà. Et en fait, on ne se rend pas forcément complètement compte combien la connaissance est contrainte par ces compétitions. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Wikipédia. C'est finalement un moyen, enfin, ça a changé en fait le regard sur la connaissance et le regard sur l'accès à la connaissance. C'est intéressant de regarder, par exemple, comment les hommes et femmes politiques, les personnalités qui sont du show business, par exemple, essayent de modifier leur bio sur Wikipédia pour en fait faire disparaître des événements qui peuvent leur poser des problèmes, ou comment ils essayent aussi d'influer en fait la façon dont l'histoire va être racontée. Et en fait, ça, c'est un enjeu qui est très, très fort. On se rend compte que l'accès à la connaissance, l'accès au savoir, c'est aussi des formes de contrôle. Alors, pour faire le lien par rapport à ce que j'ai parlé sur les contraintes climat-énergie, on pourrait imaginer une situation autour d'un dépôt de brevet. On pourrait imaginer une entreprise qui travaille par exemple sur un dispositif qui permet d'économiser fortement une consommation d'énergie ou l'utilisation d'un matériau métallique, par exemple, qu'on extrait du sol. Cette entreprise, classiquement, dépose des brevets pour pouvoir protéger le travail qui est fait, va créer du savoir autour de ces brevets et autour de cette connaissance, va l'utiliser, va produire des objets techniques, va produire des services, peu importe. Et puis, dans l'histoire de cette entreprise, elle va arrêter la production. Parce que, par exemple, économiquement, c'est plus intéressant, ou parce que simplement, elle va faire faillite. Et en fait, on peut se poser la question de qu'est-ce que devient ce savoir, que devient la connaissance en fait, qui a été développée dans ce cadre-là. En fait, une entreprise qui ferme ou qui arrête une production, sa priorité, c'est de tourner la page et c'est de passer à la suite. Et c'est de gérer en fait tous les problématiques sociaux, économiques qui sont liées. Et c'est pas forcément de s'occuper du savoir qui est associé. Et c'est un des aspects qui est intéressant autour des communs, c'est de faire en sorte que si on traite en fait le savoir sous des formes de communs, c'est de s'assurer que ce savoir n'est pas perdu, mais qu'en fait, il peut être réutilisé par une autre entreprise. Et par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, cette technologie qui permettait d'économiser de l'énergie, en fait, peut très bien continuer à être dans le savoir de l'humanité, dans le savoir commun, pour pouvoir être réutilisé et ne pas être perdu. Et des savoirs qui ont été perdus au cours de l'histoire de l'humanité, il y en a énormément qui existent et on trouve parfois on arrive à retrouver des traces de ces savoirs, mais souvent ça reste perdu et ça reste compliqué en fait à retrouver. Je vais passer ça. Voilà, donc en fait, pour faire le lien entre cette contrainte
climat-énergie et cette contrainte autour de la privatisation du savoir. En fait, je vais revenir ici, excusez-moi, je vais revenir par là. En fait, ce qui serait intéressant de noter, c'est que jusqu'à maintenant, on crée de la connaissance, en fait, pour pouvoir se mettre pour qu'une entreprise, en fait, puisse continuer à se développer, puisse continuer à croître, puisse continuer à développer des produits. Euh, et ça, c'était valable si on n'avait pas de contraintes climat, énergie, ressources. Or, on sait maintenant que ces contraintes, elles existent. On a des exemples tous les jours. Et que, en fait, le fait d'avoir ces systèmes, d'avoir ce savoir en fait, qui serait partagé, permettrait de lutter ou du moins de s'adapter à toutes ces contraintes climat-énergie de façon beaucoup, beaucoup plus efficace. Et pour ça, en fait, pour mettre en place ce travail autour des communs, on a des pratiques de contribution. Et j'ai tenté sur ce petit schéma d'expliciter en fait comment ça pourrait comment ça peut s'organiser. Le schéma n'est pas forcément parfait parce qu'en fait, il n'y a pas énormément d'exemples qui existent. Mais l'idée, c'est que on a au centre une ressource, donc notamment une connaissance parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a tout autour des contributeurs de cette ressource, donc des contributeurs qui sont réunis au sein d'une ou plusieurs communautés qui vont entretenir ces ressources. Et ensuite, pour certains contributeurs, on va avoir des activités économiques qui vont être adossées. Par exemple, des contributeurs qui vont faire des formations. Ou par exemple des contributeurs qui vont avoir des activités économiques de type artisanal, fabriquer des systèmes low-tech en petite série ou qui vont aller installer des systèmes low-tech chez des personnes ou dans des entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut avoir des contributeurs qui vont avoir une activité économique, qui vont faire partie d'une activité économique, mais qui vont malgré tout contribuer à une ressource qui est extérieure à l'activité économique. Ce qui est en fait à l'autre mode de fonctionnement par rapport à la situation que j'avais exposée autour de cette entreprise qui pose un brevet. C'est qu'en fait, la ressource, la connaissance qui est autour d'un système technique est sortie en fait, de l'activité économique en tant que telle et est partagée par plusieurs activités économiques autour. Voilà, le schéma mériterait d'être détaillé, d'être travaillé, surtout dans un cadre de tech, mais ça permet un petit peu de comprendre en fait la façon dont on peut faire en sorte de conserver ces savoirs et de les partager. Alors pour poursuivre sur cette idée de modèle économique, c'est une problématique en fait qu'on trouve dans tous les types de communs, les communs des logiciels, les communs des connaissances. La valorisation économique de la contribution est une vraie problématique, très, très compliquée. Elle est d'autant plus compliquée dans le monde d'aujourd'hui où en fait, le fait de travailler en commun n'est pas, ça frotte en fait très fortement avec les modèles traditionnels de compétition. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de modèles qui sont fonctionnels à grande échelle. Il y a plein d'expérimentations en cours. Et en low-tech, on a encore très peu de choses qui existent. Alors, pourtant, il y a quelques bonnes pratiques pour faire en sorte de faciliter les choses et de faciliter la contribution. Le point de base qui est extrêmement apprécié en fait, au sein des commoners, c'est de citer les contributeurs sur une ressource donnée. C'est de signaler aux auteurs d'une ressource les usages qu'on en fait. C'est juste de fait de dire bah, tiens, j'ai utilisé le plan de l'atelier paysan pour faire une machine chez moi, et juste ça, ça récompense en fait, à minima, les personnes qui ont créé ce plan. On peut aussi contribuer à entretenir une ressource, entretenir un document, entretenir une page Wikipédia. On peut aussi aller un peu plus loin, participer à la gouvernance de cette ressource, s'impliquer dans les prises de décision. Et on peut aussi soutenir les contributeurs. Alors, ça peut être financièrement. Ça a
peut partiellement résoudre des problématiques de modèle économique autour de la contribution, mais on peut aussi soutenir les contributeurs autrement, en partageant des informations, en les incluant dans d'autres réseaux, en leur donnant accès à des connaissances, en les formant et ainsi de suite. Alors, en conclusion sur cette présentation, les communs, c'est un triptyque ressources, communauté, gouvernance. C'est vraiment essentiel en fait de traiter ces 3 points-là. Si on s'intéresse qu'à créer une ressource, mais qu'on ne s'intéresse pas en fait à structurer la communauté autour de cette ressource ou à la gérer, bah, en fait, fatalement, à un moment donné, la ressource, elle sera plus entretenue, elle sera perdue. Hem et ce processus de commun, en fait, ça permet de s'assurer de la solidité des ressources et de la contribution. Ça permet, en fait, de faire en sorte que ça perdure. Hem Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que, le fait de créer des communs, ça change la posture sur la création de connaissances et sur l'accès aux connaissances. Heu, le fait de travailler non pas sur une connaissance qu'on va garder pour soi ou qu'on va garder en interne dans une structure, mais de la considérer comme quelque chose qui est partagé par tout le monde et qui est accessible par tout le monde, ça change en fait, la façon dont on va, la créer, dont on va l'utiliser. Hem Ensuite, dans le cadre de la contrainte climat-énergie, bon, j'ai déjà assez explicité ça, mais en fait, on peut réorienter, la façon dont on va utiliser le savoir, par rapport à une adaptation à cette contrainte climat-énergie, plutôt que par rapport à, simplement, fabriquer des produits, dont on peut douter de l'utilité, par moment. Et en dernière conclusion, par rapport à ce qui a été présenté ce matin sur, les travaux du PRC, je suis super impressionné par, la quantité de travail qui a été abattue et par le nombre de documentations qui ont été produites, même si c'est pas encore, finalisé. Mais je suis vraiment très, très impressionné par la quantité de travail. J'avais déjà échangé avec Alexandre sur le sujet et avec, quelques autres personnes, mais là, je découvre encore l'ampleur du travail. Hem et pour moi, il y a quelque chose à faire en fait de ce côté-là, en fait, de transformer cette masse de connaissances en commun. Et ce midi là, j'ai jeté quelques éléments pour un peu, donner des pistes. Pour moi, le domaine low-tech, il est, tel qu'on l'entend aujourd'hui en fait, il est encore très peu mature, dans le sens où il y a, heu, on tâtonne encore beaucoup sur des aspects techniques, mais sur des aspects aussi d'organisation, sur des aspects de façon de travailler ensemble. Hem et comme c'est pas mature, ça veut dire que ça va évoluer, ça va continuer à se structurer, ça va continuer à interagir, ça va continuer à progresser. Et ce qui me paraîtrait intéressant par rapport à cet ensemble de connaissances, c'est d'autonomiser les acteurs. C'est aussi bien les acteurs, c'est ceux qui vont utiliser ces méthodes d'évaluation, de systèmes low-tech, ces méthodes, d'évaluation des critères. Donc simplement, bah, de ne pas forcément chercher à garder la main sur ces outils-là, mais plutôt à leur donner au maximum tous les éléments pour qu'ils puissent les utiliser eux-mêmes et pour qu'ils puissent ensuite derrière les rediffuser. Et puis le fait d'autonomiser les acteurs, ça permet aussi de faire évoluer, les critères, de les enrichir. Pareil, si on considère que la low-tech, c'est, pas très mature aujourd'hui, bah, en fait, il y a d'autres critères qui n'ont peut-être pas été identifiés ou d'autres approches qui n'ont pas été identifiées, et il y a intérêt à les faire évoluer par les acteurs eux-mêmes et non pas, d'avoir une structure extérieure, qui va guider, qui va expliquer en fait aux acteurs low-tech comment est-ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Voilà, c'est quelques réflexions, un peu brutes, mais je serais intéressé d'échanger là-dessus, par rapport à tout ce qui est présenté aujourd'hui. Merci à vous tous et je reste ouvert aux questions, bien sûr. Merci Manu, merci pour cette présentation, toujours aussi intéressant. Je m'en lasse pas. Et du coup, William, si tu veux bien présenter du coup assez rapidement le groupe de travail sur les fiches de lecture technocritique, un peu le constat et du coup, Emmanuel pourra venir comparer un peu ce qu'il vient de présenter par rapport à nous, on essaie de mettre en place. Oui, très bien. Alors, merci Alexandre. Et donc, je prends la suite. Donc, moi, c'est William Bernot. Donc, voilà, moi, j'ai un cursus en philosophie de la technique notamment.
Je suis actuellement étudiant au Master Stratégie Design pour l'Anthropocène à Strat Lyon. Et dans ce cadre, je fais partie d'un projet de recherche-action Glocal Low-Tech. Et par ailleurs, on s'est rencontré avec Alexandre Gauthier à la rencontre des acteurs, rencontre nationale des acteurs de la low-tech en automne à Villeurbanne, et où du coup on a commencé à créer un groupe de travail qui est devenu le groupe de lecture technocritique. Alors l'idée, elle est née en fait d'abord d'étudier les sources théoriques en fait du mouvement low-tech. Donc on s'est posé la question d'où viennent les idées low-tech. Et puis on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait peu d'auteurs qui parlaient de low-tech à proprement parler. Voilà, donc dans le terme low-tech était peu utilisé dans la théorie philosophique sur les techniques. Donc on s'est dit il faut élargir le cadre à des acteurs, des penseurs, des penseuses qui pourraient influencer le mouvement low-tech de manière plus large, avec un critère, c'est comment on pense la technique d'un point de vue à l'échelle de la société. Donc le rapport en fait de la technique à la société. Donc analyser la technique d'un point de vue politique. Et on trouvait que le terme technocritique permettait bien, c'était une manière de nommer ce type d'approche. Donc voilà, par technocritique, donc c'est un terme qui a été forgé par Jean-Pierre Dupuy, un philosophe, dans les années 70. Et l'idée, c'était de s'opposer à deux approches assez communes de la technique. Une approche en termes de l'idée de progrès, donc que toute technique serait nécessairement un bienfait pour la société. Et puis une autre approche, peut-être plus commune, qui est une approche de la neutralité technique, où en fait, une technique en elle-même ne serait jamais bonne ou jamais mauvaise, en fait, ça dépendrait vraiment des usages des utilisateurs. Alors que la technocritique, par rapport à ces deux premières thèses, pose la thèse que toute technique intrinsèquement a des conséquences sociales, environnementales, politiques, et donc il faut, avant toute adoption d'un choix technique, il faut y réfléchir. Donc voilà, c'est une approche critique au sens de réflexive. Donc actuellement, voilà, au départ, on était 3 à avoir créé ce groupe de lecture, donc Alexandre Gauthier, Laure Lucas et moi. Et puis petit à petit, c'est devenu peu à peu un commun. Donc là, actuellement, on fonctionne avec quelques outils assez simples. Donc on a d'abord un forum de discussion qui est donc là, on a utilisé le Discord parce qu'on avait estimé que c'était un outil assez simple d'utilisation, mais c'est un outil propriétaire, donc rien de parfait. Voilà, donc sur ce forum, on peut se présenter, avoir une description du projet, partager la bibliographie, et puis dire où on en est dans nos lectures, qui lit quoi, donc pour se motiver les uns les autres. Et puis on a 2 pads qu'on pourra vous communiquer. Un pad de présentation du projet, qui présente un peu quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on entend par technocritique, et puis comment est organisé un peu le projet. Et justement, un autre pad qui, lui, va être une fiche de lecture type. Puisqu'il nous fallait un point de départ pour notre groupe de lecture. Et ça a été celui-là, on aurait pu en prendre un autre, mais là, on s'est dit, on va faire des fiches de lecture. Donc, ce qui a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de donner un cadre à la réflexion. Voilà, pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des ouvrages théoriques, ou même des personnes qui ont l'habitude. Ça donne un cadre commun avec voilà, quelle est la thèse de l'auteur, quelle est la structure de l'ouvrage, et puis on propose aussi de faire une analyse un peu politique de l'ouvrage, donc quelles sont les stratégies proposées vis-à-vis de la technique, des choix techniques par les auteurs. Donc voilà, donc cette fiche-là, on l'a mis en disponibilité sur un pad, et l'idée, c'est que toute personne puisse s'en saisir, en remplir en partie ou en totalité selon ses lectures. Et après, qu'on puisse valoriser ces connaissances produites sous différentes formes. Donc d'abord, tout simplement une base de données qui rassemblerait les fiches de lecture par auteur. Et puis après, voilà, petit à petit, on pourrait imaginer différentes choses, qu'on puisse s'en saisir pour produire des outils pédagogiques, du contenu pédagogique. Voilà, on avait l'idée aussi, pourquoi pas faire des... Là, ça n'a pas été encore lancé, vu que le projet est encore assez jeune. Là, on est
une petite douzaine. Mais faire des rencontres mensuelles sur, discuter un peu de nos lectures et faire un point sur ce qu'on souhaite lire, ce qu'on a appris, présenter un peu où est-ce qu'on avance. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se former, à avoir une lecture philosophique et politique des techniques par la lecture. Donc le simple fait de lire et de remplir des fiches, ça permet de se former. Mais aussi, tout simplement en ayant accès à des contenus, que ce soit une base de données, que ce soit des conférences. Donc voilà. Donc on pourra vous envoyer les différents paths qui précisent un peu le projet, et puis le lien aussi vers le Discord, où là, c'est là où se passent les échanges. Voilà, et puis j'ai pas fait exactement le lien, mais effectivement, il y a, bon, on l'a pas théorisé d'emblée comme ça, mais il y a le projet rentre complètement dans ce qu'a dit, je pense, Emmanuel. Il faudra peut-être rebondir sur l'idée de commun, c'est-à-dire qu'actuellement, la gouvernance, on était 3 à avoir créé le projet, donc 3 à décider. Là, on n'a pas de gouvernance encore bien définie, mais l'idée, c'est que le projet puisse être pérenne, sans au-delà de ses créateurs, créatrices. Donc, qu'à partir du moment où on pose un cadre qui soit suffisamment explicité, que les personnes puissent s'en saisir et ne pas hésiter à faire des propositions, à modifier les différents aspects. Voilà, simplement, on n'a pas encore vraiment de règles d'usage, donc on n'a pas formalisé de cadre de décision bien précis. Donc c'est un commun encore assez jeune, mais en cours de constitution, et si vous voulez participer, vous êtes toutes les bienvenues. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci William. Manu, je te laisse réagir. Ensuite, on passera à quelques questions. Merci Alexandre et merci William. J'avais suivi de très très loin ce que vous faisiez. J'ai même pas été voir les pads, donc je n'ai pas vu concrètement en fait comment ça se présente. Mais en tout cas, comme tu dis, William, vous avez constitué en fait un commun informationnel. Même si tu dis que la gouvernance du groupe n'est pas formalisée et j'imagine qu'elle n'est pas mise par écrite, malgré tout, comme ça représente un petit nombre de personnes, c'est pas forcément indispensable. Ça peut le devenir à partir du moment où il y aura beaucoup plus de personnes qui sont impliquées, ou si beaucoup plus de fiches de lecture, par exemple, qui se présentent, ça pourra devenir nécessaire. Mais en fait, ça peut se faire au fur et à mesure. Et de ce qu'on pratique en fait dans les communs, il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Ça vaut mieux peut-être commencer de façon très informelle, en mettant quelques notes sur un pad sur la façon de gérer, en fait, la façon de travailler ensemble. Et puis petit à petit, en fait, compléter, formaliser les choses. Et peut-être, par exemple, à un moment donné, imaginer créer une structure juridique comme une association pour pouvoir le faire. Mais en fait, il ne faut surtout pas chercher à le faire maintenant. Il vaut mieux commencer par faire ses armes, par tester, avant de pouvoir poser des outils plus lourds. Il ne faut mieux pas anticiper, en fait, parce que sinon, on risque de passer à côté de problématiques ou de se mettre trop de contraintes et qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, il faut vraiment, en fait, y aller pas à pas. Et une possibilité aussi de votre côté qui peut être assez simple à faire, en fait, c'est d'ouvrir une page Wikipédia avec un résumé, en fait, des éléments, un résumé des fiches de lecture ou des constats. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faudrait mettre, mais une page Wikipédia, en fait, pourrait complètement avoir son sens, et quitte à renvoyer vers les pattes de travail, vers des documents un peu plus fournis hors Wikipédia. Mais ça peut être à la fois, ça peut être un exercice intéressant et ça peut avoir complètement sa place. Ou alors ça peut être sur le wiki de lescommuns.org, mais il est quand même beaucoup moins étoffé et beaucoup moins fréquenté. Wikipédia est sûrement plus intéressant pour ça. Voilà. Eh ben merci Manu. Maintenant, on va prendre quelques questions, si vous voulez, avant de passer à la dernière conférence de cet après-midi. Du coup, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et poser vos questions.
Bon, en attendant que l'inspiration arrive, moi j'aurais du coup une question et peut-être une remarque par rapport du coup, à ta dernière remarque, Manu, sur ce que tu disais, le fait de pas forcément aller directement vers ouvrir une association. Pour moi, ça fait référence à la question de la bonne échelle, qui revient principalement à travers mes lectures, ce que j'ai vu du coup chez Biwix dans la note sur les low-tech de la fabrique écologique. Oui, il en parle assez souvent. Et du coup, c'est quelque chose que on a essayé de faire aussi, c'est-à-dire que quand on était trois, on utilisait un pad et on échangeait par email, c'était suffisant. Et maintenant qu'on est un peu plus nombreux, Mhm. on est passé sur Discord. Sur d'autres projets, je me suis retrouvé personnellement sur d'autres projets entrepreneuriaux où on s'est arrivé à un moment où on s'est dit ouais, mais finalement, en fait, on n'a pas envie de se lancer dans une entreprise qui nous prendrait toute notre vie, alors qu'en fait, on a principalement envie de proposer une idée à une communauté. Et ce qui nous a amené à revoir complètement nos manières du coup, de concevoir ce projet. Sinon, j'avais une question du coup sur la création de connaissances. Je me demandais s'il y avait des études qui montrent que, parce que je pense que c'est le cas, que que l'utilisation de communs permet de créer plus de connaissances que lorsqu'on travaille en mode compétitif et on se cache les informations les uns les autres. Donc, c'est une question à Euh, toi et à l'ensemble de l'Assemblée. Ce qui t'intéresse, c'est de comprendre les processus. euh, Enfin, s'il y a des processus qui permettent de créer plus de connaissances en s'appuyant sur des communs. C'est ça. Euh, Comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Euh, sur vraiment de la connaissance, enfin, sur de l'étude. Non, j'ai pas d'idée qui me vient en tête, mais je peux poser des questions parmi Pour les commodeurs. Stéphane qui parle pour EVA, pour Ouais. compléter la question d'Alex, peut-être aussi, au-delà de la quantité de la connaissance, Ouais. créer la qualité de la connaissance. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec des communs, il y a une connaissance différente qui est créée? Ouais, alors la nuance, effectivement, est très intéressante. Encore une fois, Wikipédia, c'est un excellent exemple du fait d'avoir de l'information, de la connaissance qui est extrêmement qualitative, parce qu'elle est entretenue par énormément de personnes. Alors, ça va dépendre des types de pages. Il y a des pages qui vont être entretenues par des dizaines, voire des centaines de personnes quand c'est des sujets critiques ou quand c'est des sujets d'actualité. D'autres vont être entretenues par beaucoup moins de monde. Euh, mais il y a une qualité sur Wikipédia de la façon dont l'information est gérée euh, qui est très impressionnante. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est sur des pages Wikipédia, il y a un petit onglet qui s'appelle Discussion, je crois. Et en fait, c'est l'endroit où on peut discuter sur une page donnée de la pertinence de mettre telle ou telle information. En fait, les contributeurs discutent. C'est un espèce de forum, mais ultra simple. Mais ils discutent en fait des fois de juste un mot qui est utilisé ou une phrase et de dire oui, mais moi je suis pas d'accord de mettre ça parce que. Et il y a un argumentaire qui est développé et il y a des discussions qui parfois sont très très longues quand c'est des sujets qui sont critiques. Et c'est intéressant des fois d'aller voir ces pages-là et de se rendre compte en fait du travail qui est fait par derrière. Autant quand c'est de l'information très factuelle ou chiffrée, bon bah c'est bon ou pas bon, enfin il n'y a pas énormément à discuter. Mais sur des éléments historiques ou sur des éléments de posture, enfin c'est très très riche. Euh, alors, pour compléter la réponse, il y a aussi le fait d'avoir une masse critique de personnes qui vont contribuer et qui vont entretenir des ressources. Et ça, je pense que c'est un élément clé. C'est quand il n'y a pas suffisamment de personnes qui entretiennent une ressource par plein de raisons, par manque de temps, par manque d'intérêt, par manque de moyens. On voit les ressources ne sont pas d'une qualité très importante. Euh, il y a un exemple qui est intéressant, c'est de regarder. Il y a un wiki qui s'appelle Wikiversité,
qui regroupe des ressources pédagogiques, notamment des cours en ligne et des documents pédagogiques et des expériences, des expériences scientifiques qui sont documentées, qui sont partagées. Et le wiki est pas, il a de loin pas la taille de Wikipédia, mais on voit que la qualité des publications, des pages, en fait, est assez inégale. Autant il y a des documents qui sont très, très clairs et très bien travaillés, et autant il y en a où c'est plus un doc de travail et on voit bien qu'il y a un manque en fait, d'entretien. Mais encore une fois, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Et ça, on mesure en fait l'importance d'avoir une espèce de masse critique pour pouvoir avoir une qualité de documentation, une qualité de connaissance. Et il y a toute la question, pour rejoindre l'aspect low-tech, il y a toute la question de est-ce qu'il est temps d'aller faire, d'avoir un unique système de documentation sur des systèmes low-tech pour en fait avoir des masses critiques, pour atteindre ces masses critiques plus rapidement, ou est-ce qu'il vaut mieux favoriser plutôt, pour l'instant, plusieurs systèmes de documentation pour aller en fait tester différentes technologies, différentes approches, différentes gouvernances, différentes façons de travailler, et peut-être mutualiser un peu tout ça au cours du temps. Il y a pas mal de réflexions en ce moment sur ces aspects-là, et ça mériterait de continuer à être creusé. Voilà. Merci. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les poser tout de suite. Sinon, on passera à la suite. Moi, j'oserais peut-être un complément, même si Emmanuel l'a pas cité, mais sur la mise en commun sans pour autant rassembler sous une bannière qui préempte la connaissance. Il y a tout le travail qui est fait par certains chercheurs et associations sur la sémantisation, qui permet de créer des liens entre les connaissances qui traitent des mêmes sujets, qui peut résoudre un peu, enfin, en tout cas, qui est intéressante pour essayer de résoudre cette question de s'y retrouver dans une masse de connaissances qui n'est pas privatisée. Ouais. Ouais, tout à fait. On en a déjà discuté, Michel, mais je suis raccord. Ouais. Très bien. Eh bien, du coup, on va passer à la. Merci Emmanuel, pour cette présentation. Merci à vous. Et on va passer. Merci William aussi. On va passer donc sur la présentation du coup de Quentin Mathéus sur du coup ces enquêtes, les enquêtes de terrain qu'il mène actuellement, qui lui prennent beaucoup de temps. Et du coup, il va nous présenter entre autres sa méthode d'enquête, sa méthode de recherche, et ensuite un ensemble d'exemples du coup, modèles organisationnels et modèles économiques qu'il a pu enquêter dans ce mouvement low-tech. Quentin, je te laisse la parole. Allô, ouais, vous m'entendez? C'est bon. Vous ne m'entendez pas? Si, on entend. Tu as peut-être un peu de... Si. Ok. De la... C'est pas fluide, c'est ça? C'est un peu haché. Enfin, c'est... Ok. C'est peut-être juste que je suis en train de faire beaucoup de choses sur l'ordi et que du coup il a un peu de mal. Je vais essayer de prendre. Alors je vais couper la vidéo le temps de prendre le partage d'écran. Ouais, je me permets du coup pour compléter. Après Quentin Mathéus, il y aura Jonathan Guégan, je vais me corriger là.